Alors, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de faire ce live avec vous ce soir. Le sujet va être très, très, très intéressant. Ce sera sur l'orthodontie de l'adulte. Et j'ai invité docteur Ali Ouazani qui va nous parler un peu plus de ce sujet. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais l'appeler maintenant et on démarre. Il est orthodontiste et conférencier international. Il donne plusieurs conférences, séminaires un peu partout dans le monde. Donc, je suis très, très contente de l'avoir ce soir. J'attends qu'il réponde. Alors, juste avant de commencer, vous savez tous que l'orthodontie de l'adulte, elle a connu un grand essor durant les dernières années, surtout les 25 dernières années, grâce à l'évolution des techniques et des mécaniques qui sont adaptées à l'âge du patient. Et Dr Ali Ouazani va nous dire un peu plus sur le sujet. J'attends qu'il réponde. C'est toujours en attente. Alors. Mams, je te fais une dédicace. Voilà, c'est fait. Alors, j'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il ne reçoit pas mon appel. Je vais lui renvoyer une petite demande. Soyons patients. Sabrina El Bourri, je te fais une petite dédicace ce soir. Je t'embrasse très fort. Yasmine Raslan, tu eres la mejor. À tous mes amis espagnols, je leur fais un petit bisou ce soir. J'ai l'impression que Dr Ouazani a un petit souci de connexion parce qu'il ne reçoit pas mon appel. Ah, voilà, il est là. Bonsoir, docteur. Bonsoir Sima, comment vas-tu? Ça va très bien. Et vous? Très très bien, alhamdoulilah. Super. Ben, je voulais d'abord te remercier pour cette très gentille invitation et puis surtout te féliciter vraiment pour cette initiative que tu as entreprise depuis maintenant 3 épisodes pour essayer de vulgariser un peu les Merci. différents aspects de la dentisterie auprès du grand public. Je pense qu'il y a un besoin à ce niveau-là et donc vraiment bravo. Merci beaucoup. En tout cas, je suis très, très contente que vous ayez accepté mon invitation. Mais écoute, Et tous les je suis très mois, contente d'aborder ce sujet avec vous mais d'orthodontie de l'adulte. tout le Il y a plaisir. une amie à moi qui vient de m'envoyer un message. Elle me dit: Ah, c'est mon orthodontiste. C'est Comment vrai? tu l'as eu? Il est trop busy. D'accord, non. Ah, et je pense qu'on n'est Je lui ai jamais, dit: Il est très busy, mais très, très humble aussi. voilà, on est jamais Il y a assez, beaucoup de partage. voilà, on n'est jamais assez occupé, surtout pour de bonne volonté comme la tienne. Et puis, pour que, on va dire, le débat se passe de la manière la plus informelle possible, je te demanderai de me tutoyer, s'il te plaît. D'accord, alors je te C'est le pour tutoie. toi, mais je préfère que tu me tutoies. Sinon, je vais avoir l'impression D'accord. que tu es vieux. Ok, pas de souci. Donc, je disais, je parlais un petit peu de vous. J'ai dit que enfin, pardon, tu étais orthodontiste et conférencier international. Tu as donné plusieurs séminaires et conférences à travers le monde. Et vous faites beaucoup de recherches en orthodontie. Vous continuez à apprendre un peu plus tous les jours. Et, et là, ce soir, on va parler d'orthodontie de l'adulte. J'aimerais bien que vous nous expliquiez, enfin, que tu nous expliques en quoi ça consiste, quels sont les objectifs. Et puis, il y aura plusieurs petites questions sur le sujet. Mais écoute, avec grand plaisir. Alors, je vais te dire que l'orthodontie de l'adulte, au fait, a connu un essor ces dernières années qui est inhérent aux changements que nos sociétés ont connus à travers l'avènement des réseaux sociaux. Avant, lorsque on se levait le matin ou lorsqu'on rentrait chez soi le soir, on se regardait dans le miroir en moyenne 2 à 3 fois par jour. Aujourd'hui, beaucoup de gens se regardent à travers leur téléphone
plusieurs fois par jour, que ce soit en faisant des selfies, que ce soit en faisant des stories, que ce soit en faisant des lives. Et puis, ces gens-là s'identifient aussi aux gens qu'ils suivent à travers les réseaux sociaux, et notamment Instagram, qui est un réseau social basé sur l'image, basé sur la photo. Alors, c'est un avantage et un inconvénient, parce que ça permet aux gens de prendre un peu conscience de l'importance de l'image. Euh, Si tu veux, la meilleure preuve, c'est que lorsqu'on poste quelque chose, ce qu'on a envie de savoir, c'est combien de likes on a. Ça permet de flatter un peu son ego. Et donc, il faut poster une photo, il faut poster la meilleure prise de vue. Donc, Avec le ça a meilleur sourire. absolument le meilleur sourire. Donc, ça a poussé un peu les gens à réaliser que cette image est devenue prépondérante, plus la forme que le fond. Bon, après, on ne va pas se lancer dans un débat sociologique, mais si tu veux, la perception de sa propre personne a énormément évolué. Et donc, nous avons des gens qui avant ne faisaient pas attention à leur sourire et qui aujourd'hui veulent absolument arranger, designer ce sourire-là. Alors, la bonne nouvelle pour les orthodontistes ou les dentistes en général, c'est que ça nous procure plus de patients. L'inconvénient, c'est qu'il y a souvent un amalgame entre ce qu'on peut faire réellement pour un patient, en tout cas dans la tête du patient, et la personne ou le sourire à laquelle ils peuvent s'identifier. Mais ça, on pourra en parler plus tard. Donc, nous avons des gens qui, à un âge plus avancé, mais surtout, on va dire les jeunes adultes, qui viennent consulter pour un traitement d'orthodontie pour aligner les dents. Et ça a permis également une certaine recrudescence de la demande pour une orthodontie un peu plus esthétique. On pourra en parler plus tard. Mm. Mais les attentes des patients, elles sont principalement esthétiques ou il y a d'autres raisons pour lesquelles les adultes consultent en général? Je dirais que c'est principalement esthétique parce que on va dire, le commun des mortels n'est pas capable de juger d'un décalage fonctionnel ou d'un problème Mm. fonctionnel, décalage squelettique, sauf s'il est adressé par un dentiste qui lui a dit, voilà, vous avez une mâchoire en avant, vous avez une mâchoire en arrière, ou pour des raisons orthoprothétiques, parce que on fait beaucoup également d'orthodontie pré-prothétique pour les adultes ou d'orthodontie post-parodontale. Comme tu le sais, nous sommes les champions du monde de la parodontite agressive qui fait des ravages chez les jeunes. Et les patients se retrouvent avec un sourire complètement délabré à un âge très, très jeune. Et donc, nous, on est également là pour résoudre ce problème, mais qui, pour le patient, reste un problème esthétique. Donc, on va dire que la plupart des patients viennent pour un problème esthétique. Après, c'est à nous de les orienter vers un traitement qui va non seulement rétablir le sourire, mais également rétablir une fonction et une harmonie. Alors, est-ce que le traitement orthodontique chez les adultes, est-ce qu'il est aussi efficace que sur les patients un peu plus jeunes? Parce qu'on sait que les adultes, ils ont fini leur croissance, c'est-à-dire qu'il y a plus, on n'a plus cette marge-là comme chez les jeunes, les adolescents, par exemple. Est-ce que ça marche ou il y a parfois il y a des échecs ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il est évident que la chose essentielle qui peut faire la différence entre un traitement d'adulte et un traitement d'enfant, c'est la croissance. Si on doit gérer un problème de décalage squelettique qui a été causé par un déséquilibre de croissance, il est sûr que chez un enfant, on a cette croissance, on a ce potentiel. Tout dépend du décalage, bien évidemment. Je ne vais pas rentrer dans des techniques, mais on a toujours cette possibilité de moduler, en tout cas d'essayer de profiter ou d'inhiber cette croissance. Chez un adulte, on hérite d'une situation. Donc, lorsqu'on a à gérer un décalage squelettique, il faut compenser ce manque de croissance par autre chose. Alors, il y a des moyens, bien évidemment, il y a les extractions, il y a la chirurgie. Tout dépend de la situation. La deuxième chose, chez un adulte, c'est qu'on hérite encore une fois d'une situation souvent avec des dents absentes, avec des prothèses, avec des couronnes des fois défectueuses. Et donc, on doit intégrer ça dans notre plan de traitement. Alors que chez un enfant qui vient avec toutes ses dents, on a toute la latitude de déterminer le plan de traitement que nous souhaitons. Autre chose, chez les patients adultes d'un âge plus ou moins avancé, on peut être confronté également à une situation parodontale, c'est-à-dire à un déficit au niveau de l'os et de la gencive qu'on doit absolument gérer. Mais d'une manière générale, tant qu'il y a de l'os, on peut travailler. En termes d'efficacité, c'est aussi efficace qu'un traitement pour enfants, il n'y a absolument aucun problème. D'accord. Et pour la prise en charge,
En général, elle est un peu, enfin, multidisciplinaire. Parfois, il y a même des chirurgiens qui font des interventions pour justement, en fait, gagner, pas gagner, mais on va dire, comme il n'y a plus cette croissance de l'os, etc., il y a des techniques qu'on ne peut pas utiliser. Du coup, on s'adresse vers des chirurgiens, des maxillos pour effectuer des chirurgies avant de faire le traitement orthodontique. Alors, d'une manière générale, la plupart des patients en consultation n'ont pas de décalage majeur. D'accord? Donc, lorsqu'il s'agit uniquement de rétablir un sourire avec un patient qui n'a pas de dysharmonie squelettique, on peut traiter exactement comme on traite avec un enfant parce qu'on ne fait pas face à ce déficit de croissance. Maintenant, nous avons des situations effectivement où on peut avoir par exemple un prognatisme, c'est-à-dire la mâchoire du bas qui est très en avant, qui n'a pas été résolue pendant la croissance, tenter qu'on puisse la résoudre parce que on fait face à une croissance qui est explosive, qui est imprédictible. Et à ce moment-là, on n'a pas d'autre choix effectivement que de faire non seulement un traitement orthodontique, mais un traitement chirurgical qui va venir corriger ce décalage squelettique. La deuxième chose, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le traitement pluridisciplinaire où on peut avoir besoin d'un parodontiste qui va préparer l'os et la gencive avant l'intervention de l'orthodontiste. On peut également avoir besoin d'un spécialiste en prothèse ou en implantologie parce que le patient a des dents qui manquent. Et on va donc aménager les espaces. On va intervenir beaucoup plus en amont pour aménager les espaces pour que le spécialiste en prothèse puisse implanter ou faire une couronne ou poser quelque chose qui va, on va dire, compléter le rendu fonctionnel et esthétique du patient. Il faut savoir que l'orthodontie ne résout pas tout, d'accord? Donc, tout dépend du cas. Si quelqu'un arrive avec ses dents, on peut tout faire pratiquement. Si il a une situation qui est un peu plus compromise, à ce moment-là, il faut savoir s'ouvrir aux autres spécialités pour donner au patient le meilleur résultat possible. D'accord, merci. En fait, au début, on parlait que les adultes ils cherchaient essentiellement l'esthétique. Est-ce que le traitement orthodontique en lui-même, il n'est pas inesthétique ou est-ce que vous pouvez nous parler des options, des différentes options de traitement, que ce soit les bagues transparentes ou les bagues qu'on met en lingual, c'est-à-dire derrière les dents, et puis aussi de Invisalign c'est un peu la tendance actuelle. Très bien. Alors, il faut d'abord définir quels sont les objectifs d'un traitement d'orthodontie. En général, c'est obtenir un résultat esthétique, un résultat fonctionnel, c'est-à-dire une bouche qui fonctionne correctement, de préserver la bonne santé de l'os et de la gencive parce que les dents se déplacent au sein d'une enveloppe osseuse et c'est ça qui fait que la dent va être placée dans les positions les plus stables. Donc, un résultat esthétique, fonctionnel, respectueux de la gencive et de l'os, surtout un résultat stable à long terme. Et pour ça, il y a des règles. Il y a des règles qui sont connues et qui nous permettent de savoir où nous devons placer nos dents à la fin du traitement pour respecter justement ces résultats-là. Un alignement dentaire, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Pour le grand public, si on leur montre une photo avec des dents qui sont chevauchées et puis une photo à la fin du traitement avec des dents alignées, tout le monde va être subjugué par le résultat. Mais ça ne veut Exactement. rien dire. Tout dépend comment cet alignement a été fait. Je te donne un exemple. Les incisives du doivent Mhm. être logées dans l'enveloppe osseuse. D'accord? Nous avons une épaisseur à travers laquelle la dent doit être placée comme une plante dans un pot au milieu. Si vous alignez les dents en poussant ces incisives vers l'avant, même si le patient ne va pas le voir, vous allez pousser contre cette enveloppe osseuse et le traitement ne sera ni stable, ni esthétique, ni fonctionnel et va être nocif pour la gencive. Donc, juger sur une photo, ça ne veut rien dire. Tout dépend de comment nous avons déplacé les dents. Donc, un alignement dentaire n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a des objectifs. C'est pour ça que dans l'esprit des gens, il ne faut pas croire que parce que vous mettez des bagues, que vous mettez un aligneur et que vos dents s'alignent, ça veut dire que ça a été bien aligné. Ça peut être mal aligné. En apparence, les dents sont côte à côte, mais en réalité, le résultat est très mauvais. Donc, partant de ce postulat, il faut savoir intégrer un traitement d'orthodontie dans des règles, dans des critères. C'est comme un code de la route. Alors Mais maintenant, comment on peut savoir qu'un traitement n'a pas été réussi?
C'est-à-dire, si on voit une photo avant, après, visuellement, c'est très bien, mais comment on peut le savoir que finalement, ce n'était pas un bon traitement? Est-ce qu'il y a une récidive? C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger sur une photo. C'est pour ça que lorsque je donne des cours, lorsque je présente des séminaires, je dis le vrai juge de paix, ce sont les radios, et notamment les radios de profil qui sont des éléments objectifs et qui permettent de voir entre le début et la fin comment nous avons déplacé les dents. Et malheureusement, le patient ne le sait pas toujours. Donc, il faut essayer de s'adresser à des orthodontistes, et il y en a heureusement beaucoup au Maroc, qui sont diligents, qui sont sérieux, d'accord? Et ne pas choisir un outil, choisir d'abord un orthodontiste, choisir d'abord une expertise, choisir une expérience, choisir une maîtrise, quelqu'un qui connaît et qui va vous orienter vers le meilleur traitement possible. Et j'en reviens et dont tu as parlé, l'outil n'étant qu'un moyen. Vous savez, tu sais, une bague, qu'elle soit de l'extérieur ou de l'intérieur, une paupière, un aligneur qui est à la mode, n'est qu'un moyen d'exercer une pression sur une dent pour qu'elle se déplace. C'est tout. Ce qui est important, c'est où j'ai envie de pousser cette dent. Est-ce que j'ai envie de la pousser vers l'avant, vers l'arrière, à droite, à gauche, pour parler vulgairement. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que à travers, encore une fois, les réseaux sociaux, les grandes compagnies qui vendent notamment les aligneurs comme Invisalign, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont aller toucher directement le consommateur final. C'est ce qu'on appelle du DTC, du Direct to Consumer, pour lui faire croire que c'est un appareil magique qui va travailler. Et donc, le patient potentiel s'identifiant à ce qu'on va lui dire, ce sont les mêmes techniques marketing qu'on utilise pour vendre des burgers ou des sodas ou des voitures, va aller à son orthodontiste traitant, s'il vous plaît, je veux telle technique. Ce qui est complètement absurde, parce que celui qui travaille, celui qui réfléchit, ce n'est pas l'appareillage. Celui qui réfléchit, celui qui établit le plan de traitement, celui qui a fait des études et qui a son expérience, c'est l'opérateur, c'est l'orthodontiste. C'est comme si demain, toi, tu as besoin de te faire enlever, je ne sais pas, l'appendicite, que Dieu t'en préserve, et que tu ailles chez ton chirurgien lui dire, moi, je veux que tu enlèves l'appendicite avec tel pince ou avec tel appareil. Ou si Ouais. tu donnes, je ne sais pas, la raquette de Federer, tu ne vas pas gagner parce que ce n'est pas la raquette qui joue, c'est l'opérateur. Donc, il faut recentrer le débat sur l'opérateur. Ça, c'est très important à expliquer aux patients et au grand public parce qu'on vit une époque où nous sommes martelés par un marketing sauvage et où on distille de la fausse information qui n'a absolument aucune preuve scientifique. Or, aujourd'hui, la médecine, elle ne doit pas être marketing-based médecine. Ça ne doit pas être une médecine ou une dentisterie ou une orthodontie basée sur le marketing. Ça doit être une orthodontie, parce qu'on parle d'orthodontie, basée sur la preuve. Et pour ça, il y a des études cliniques qui nous montrent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour revenir à ta question sur l'outil, donc maintenant qu'on a défini le cadre dans lequel doit s'exercer un traitement d'orthodontie, les outils, ben, tout dépend du patient en réalité. Il y a des outils avec lesquels on peut tout faire. Parce qu'il n'y a pas que le côté esthétique. Il faut que l'appareil soit esthétique, mais il faut également qu'il nous permette d'obtenir un résultat. Alors, avec les bagues à l'extérieur, qu'elles soient en, on va dire, en céramique, en polycarbonate ou en monocristallin, c'est-à-dire qu'elles soient esthétiques, des bagues blanches, qu'on appelle des bagues blanches, ou avec des bagues à l'intérieur, ce qu'on appelle l'orthodontie linguale, où les bagues sont cachées derrière les dents elles-mêmes, on peut traiter tous les cas. Je dis bien tous les cas. Maintenant, il y a effectivement ce dont tu as parlé, ce qu'on appelle des aligneurs. Tu as parlé d'Invisalign. Invisalign est une marque. C'est une marque. Il y a d'autres marques, mais c'est la plus ancienne, celle qui pousse le plus sur le marché. Avec ce qu'on appelle du plastique, avec des aligneurs, on ne peut pas traiter tous les cas. Avec Invisalign, on peut traiter peut-être que 20 à 25% ce qu'on appelle les malocclusions d'orthodontie. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études scientifiques qui sont sorties les 10 dernières années et les articles sont disponibles dans la littérature. Pourquoi? Parce que le plastique ne peut pas réaliser certains mouvements. Je te donne un exemple. Quand tu as une prémolaire, donc dressa sghera pour le grand public, qui est entre la canine et la molaire, la grosse molaire, qui est en rotation, daïra, tu peux faire ce que tu veux. Le plastique, une gouttière ne peut pas la faire tourner. Une bague peut la faire tourner. D'accord? Donc, il y a des mouvements, sans trop rentrer
dans le technique, d'accord, que le plastique, une gouttière, ne peut pas faire. Donc, il y a un décalage énorme entre ce qu'on veut bien vendre, entre guillemets, aux patients à travers les réseaux sociaux et la Le réalité. résultat qu'on veut obtenir. Il y a également une étude scientifique qui est sortie en juillet 2020 et qui a comparé ce qu'on peut montrer sur un écran lorsque on veut placer des gouttières. Il y a ce qu'on appelle une simulation en 3D que Mhm. l'orthodontiste ou le dentiste peut montrer sur un écran. On a essayé de comparer cette simulation avec la réalité qui se passe en bouche pour voir est-ce que le mouvement qu'on voit sur un écran est le même qui se passe en bouche. Et Mhm. quelle a été la conclusion de l'étude? C'est qu'on a moins de 50% de réalisation des mouvements. Et avec des mouvements où on n'atteint même pas entre ce qu'on voit sur l'écran et ce qui se passe en bouche. Alors imagine, Selma, que demain tu montes dans un... D'accord? Et on te dit, tu as 50% de chance d'arriver à destination. Ça m'étonnerait que tu prennes cet avion. Et la raison est très simple, c'est que la technologie n'est pas la biologie. Ce n'est Mhm. pas parce qu'un appareil est entre guillemets technologique que ça fonctionne, que c'est magique. Il n'y a rien de magique. Comme on dit, it's not fantastic, mais fantastic. Maintenant, il y a des cas extrêmement simples, vraiment où on va déplacer deux petites dents et des choses vraiment simples qu'on peut effectivement réaliser avec les gouttières. Mais ça, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Ça, ce sont toutes les études qui se sont penchées sur ces appareils-là, sur ces concepts-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est sur la base de ces études-là qu'il faut prendre une décision et choisir un appareil. Mais pour vous, donc les gouttières sont faites plus pour des cas simples de chevauchement de dents. Alors, ce qui a été démontré, c'est que les gouttières sont pour des cas simples à modérés chez l'adulte, sans extraction, c'est-à-dire des petits encombrements, ce qu'on appelle mild crowding, c'est-à-dire des petits encombrements légers, 3 à 4 millimètres, dans certaines situations. Pour ça, je pense qu'elles peuvent trouver une indication entre les mains d'un artiste qui a fait sa courbe d'apprentissage. Mais loin, loin, loin de ce qu'on veut bien leur trouver comme mérite, à savoir que ça va remplacer les bacs, que ça va tout traiter. Non, c'est complètement. Et c'est possible en fait de faire un mix entre le traitement conventionnel, c'est-à-dire commencer avec des bagues et puis passer à l'Invisalign. C'est possible, il y a des gens qui le font, effectivement. On peut traiter le gros de la malocclusion avec des bagues et les derniers mois faire des petites finitions vraiment mineures avec des gouttières. Après, quel est l'intérêt? Parce qu'il faut mettre en balance également le coût Mm. avec le bénéfice et le résultat. Est-ce que ça vaut le coup de payer presque deux traitements pour finir quelques mois avec des aligneurs? Je vais te dire une chose. Un patient qui veut aligner ses dents et à qui vous présentez les arguments valables pour qu'il mette des bagues, qu'elles soient esthétiques ou des bagues linguales, alors qu'il est venu pour des aligneurs, d'accord? Si vos arguments Mhm. sont sérieux, il sera convaincu. Si vous êtes convaincu par votre discours, le patient changera d'avis. Et crois-moi que j'en reçois régulièrement de gens qui viennent me demander des gouttières et qui sortent avec un appareillage esthétique ou avec des bagues. Le patient est là pour être conseillé. On n'est pas là pour Mm. toujours lui faire plaisir. Quand c'est possible, bien évidemment. Mais nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces patients-là. C'est très facile de vendre des aligneurs. On peut en vendre tous les jours. C'est tellement facile parce que les gens viennent en ayant envie d'entendre ça. Ils viennent prédisposés. Donc, c'est C'est très ça. facile d'aller dans leur sens. Mais on n'est pas là pour leur faire plaisir. Alors, c'est quoi? Mm. Je parlais tout à l'heure d'orthodontie basée sur la preuve. C'est quoi l'orthodontie basée sur la preuve? Pour qu'on me comprenne bien. C'est la conjonction de trois choses. C'est le résultat des études scientifiques, c'est l'expertise du praticien, mais c'est également les préférences du patient, à condition qu'elles ne le nuisent pas. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération et mettre le patient au centre de notre décision thérapeutique, mais à condition que ça n'aille pas à l'encontre de l'intérêt du patient. Donc, si sa demande s'inscrit dans son bénéfice, tant mieux, c'est parfait. Mais si on Mm. voit que ce n'est pas le cas, que nous avons par exemple besoin de faire des extractions,
pour traiter ce patient, pour faire de la place, pour trouver de la place pour que les dents s'alignent, ce que nous faisons régulièrement. Et que pour ça, il faut mettre des bagues, parce que les aligneurs, on ne pourra pas. Eh bien, il faut le convaincre et lui expliquer. Et crois-moi, il va suivre. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est, pour lui faire plaisir, refuser les extractions juste pour lui placer des gouttières, en sachant qu'il n'y aura aucun résultat, que pire encore, le résultat sera catastrophique. C'est ça. Il ne faut pas être là pour vendre des gouttières. Il faut être là pour offrir la meilleure prestation au patient. Le patient nous fait confiance. Il nous confie ce qu'il a de plus cher quand il s'agit de ses enfants lui-même. Il nous paye cher. Nous n'avons pas le droit de faire quelque chose qui va à l'encontre de la science et qui va à l'encontre de, on va dire, du bon sens et de ce qui doit se faire. Mettons-nous un instant à la place de ces patients. Il y a des gens qui économisent pendant 2 ans, 3 ans pour venir faire d'orthodontie. On n'est pas là pour leur vendre quelque chose. On est là pour les accompagner. Alors, ce n'est pas toujours facile. Faire l'orthodontie de qualité n'est pas toujours quelque chose de facile. Il faut travailler. Ce n'est pas en un claquement de doigts. Aligner les dents, ce n'est pas mettre une bague et mettre un fil, sinon n'importe qui pourrait le faire. C'est un ensemble de critères qu'il faut respecter. Mais il y va de la conscience du praticien, comme dans n'importe quel domaine. Il y va également de son expertise, aussi de son humilité, de sa modestie, de savoir qu'on n'est pas des gourous, qu'on n'est pas des magiciens, qu'on ne peut pas toujours tout réussir, que nous travaillons sur le corps humain, qu'il y a des cas plus compliqués que d'autres. Le plus important, c'est de se donner en son âme et conscience tous les moyens, en sachant qu'il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Et c'est le 4e élément que j'ajouterais dans cette evidence-based, c'est ce qu'on appelle l'incertitude. Des fois, vous pouvez commencer sur un plan de traitement et vous avez des dents qui ne bougent pas comme vous voulez et vous avez des choses qui sortent de votre plan de traitement. On est orthodontiste avant tout. Il faut savoir changer son fusil d'épaule et essayer de s'adapter pour offrir au patient le meilleur résultat. C'est ça le plus important. Un outil ne reste qu'un outil. Alors, on peut parler pendant 2 heures, oui, des appareils esthétiques, etc. Bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est comment traiter le patient dans les meilleures conditions pour lui donner un résultat qui va être à la hauteur de la confiance qu'il place en vous. Voilà ce qui est important. C'est plus le fond que la forme qui compte en ortho. Absolument. Faut que quand En je plus, rentre, surtout, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On ne voit pas les dents bouger, on ne voit pas le travail derrière. C'est pas comme, par exemple, on va dire des facettes où on voit direct le résultat avant, après. Alors que l'ortho, ça prend du temps, il faut être beaucoup plus patient, il faut, il faut vraiment être patient pour arriver à un bon résultat. Et en absolument. fait, ouais. Et puis, c'est une équipe. Quand vous placez des facettes, le patient ne fait rien. Il est là, il choisit la teinte, c'est très technique. Et le dentiste ou le spécialiste en esthétique va faire son travail. Lorsque vous faites de l'orthodontie, comme dit mon maître, Alexander, we are as good as our patient. Nous sommes aussi bons que nos patients. Vous pouvez être le meilleur orthodontiste du monde, tenter qu'il y en ait un, en tout cas j'en suis très loin. Le patient, s'il ne vous aide pas, Il y a Shema Faris qui vous dit le maestro d'orthodontie. c'est très gentil. Il y a beaucoup de très très bons commentaires positifs. Beaucoup de fans. Hein. Je la remercie Dentiste, pour merci l'intelligence. pour les conseils, super orateur. C'est gentil. C'est très gentil. Pardon, je vous ai interrompu, pardon. Je t'ai Donc, interrompu. nous sommes aussi bons que nos patients. Vous pouvez être un super dentiste. Si votre patient ne vient pas au rendez-vous, s'il ne se brosse pas les dents, s'il ne met pas ses élastiques, s'il casse ses bagues, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne réussirez pas votre traitement. Donc, il y a cette notion de travail d'équipe. Et c'est notre responsabilité également d'impliquer le patient dans le traitement, de lui dire qu'il va faire un investissement financier, un investissement en temps, en effort. Il faut qu'il y ait un résultat et qu'il est responsable en partie de ce résultat. Comme je dis souvent à mes patients, c'est comme à l'école. Vous pouvez avoir un super prof de maths. Si vous ne rentrez pas chez vous faire les devoirs et vous n'écoutez pas en classe et que vous êtes toujours à côté du radiateur en train de griffonner, vous ne réussirez pas. C'est pareil. Et donc ça, c'est une spécificité de l'orthodontie. Il faut essayer d'impliquer, de ramener votre patient vers vous. Il faut être à l'écoute. Quand un patient vous dit « je n'aime pas cette dent » ou « je n'aime pas ceci » ou « je n'aime pas cela », il ne faut pas balayer d'un revers de main et lui dire « non, non, vous ne comprenez rien, c'est moi le chef » ou même ne pas lui répondre.
Absolument pas, il faut être à l'écoute. Alors maintenant, je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Il y a un phénomène qu'on commence à voir aujourd'hui qu'on ne voyait pas avant, qui est très marrant. Je parlais des gens qui s'identifient à certaines stars des réseaux sociaux, à certaines actrices, Mhm. etc. Et ils viennent nous dire, moi, je veux des dents exactement comme telle ou telle personne. Alors là, j'aimerais préciser que un Ouais, sourire, c'est d'abord quelque chose d'individuel, de personnalisé. Nous n'avons pas le même visage, pas les mêmes dimensions, les mêmes équilibres ou déséquilibres en bouche. Il y a des gens qui ont des visages longs, il y a des gens qui ont des visages courts, il y a des gens qui ont des petites mâchoires. Essayer d'avoir le sourire de la voisine, c'est comme essayer d'avoir les yeux de la voisine ou les cheveux de la voisine. Ce n'est pas possible. Donc, euh, on n'a pas la même position des dents en fonction. Vous avez une mâchoire du bas qui était au départ en avant ou en arrière. Il y a ce qu'on appelle des compensations. Et ces images auxquelles identifient les gens sont souvent dans les réseaux sociaux des images travaillées, des images mm, photoshopées. Il y a beaucoup de fake. Et c'est souvent, vrai. ce sont des facettes. On a taillé les dents. C'est pas toujours joli On cherche beaucoup, enfin, quand vous vous les gens approchez. cherchent la perfection et Mais, mais, c'est pas mais toujours beau d'être parfait. Je vais dire, au fait, même les gens qui sont tellement impatients parfois, ils préfèrent mettre des facettes que faire un traitement ortho. ce qui est, à mon sens, une aberration parce qu'on taille les dents. D'accord? Ouais. Donc, les facettes ont des indications, mais certainement pas les chevauchements, parce qu'on fait un pas qui est totalement irréversible. Après, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, mais c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut. Mais surtout, il faut euh, essayer de chercher beaucoup plus l'excellence que la perfection, parce que la perfection n'existe pas, Selma. On n'est pas parfait. Nos visages ne sont pas parfaits. Nos techniques ne sont pas parfaits. Les outils avec lesquels nous travaillons ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits en tant que praticien, encore moins en tant que patient. Il faut essayer simplement de redessiner un sourire qui va être intégré en harmonie avec le visage du patient. Ce que j'aime dire à mes patients, c'est que lorsque vous initiez un traitement d'orthodontie, je n'ai pas envie que les gens qui ne vous connaissaient pas avant sachent ou puissent deviner que vous avez porté un traitement des bagues ou fait un traitement d'orthodontie. J'ai envie que ça soit naturel. Et c'est ça qui est important. C'est essayer de leur donner ce sourire qui va être le plus tout en étant très agréable, très joli, avec des dents parfaitement alignées, ou je dirais idéalement alignées, d'accord? Sans que ça soit quelque chose qui s'assimile à des facettes ou à un sourire qui va être faux. Et pour ça, il faut respecter les équilibres du patient. C'est ça qui est important. Donc Ouais. finalement, tu vois qu'à travers ton discours, l'outil est quelque part dérisoire parce que cet outil, c'est nous qui le manipulons. Un outil ne travaille pas tout seul, une gouttière ne travaille pas toute seule, une bague ne travaille pas toute seule. De la même manière Il y a qu'une un voiture, cerveau derrière. voilà, il faut qu'il y ait un manipulateur et un opérateur. Et c'est le plus important. Vous donnez le même outil, et c'est une évidence que je vais dire, vous donnez le même outil à deux praticiens différents, ils ne vous donneront pas le même résultat. En fait, aussi, j'ai remarqué ben, dans la consultation, il y a des gens qui viennent pour refaire leur traitement ortho. C'est-à-dire, il y a des traitements qui ont échoué pendant un traitement qu'ils ont fait durant leur adolescence, qui n'a pas fonctionné et qui, après quelques années, ils reviennent pour refaire le traitement ortho. Est-ce Alors, que, ouais. d'ailleurs, j'ai vécu ça en fait. J'ai refait 2 fois mon traitement ortho quand j'étais ado et quelques années plus tard. Alors, je peux te dire que celui que tu as fait dernièrement est réussi, surtout que je connais la personne qui l'a fait, en l'occurrence, Fernando à Barcelone. Donc, je le félicite et c'est un brillant orthodontiste. Alors, ce que tu dis est parfaitement vrai. Et pour ça, les causes sont multiples. S'il y a une chose que j'ai appris en 22 ans de cabinet, et Dieu sait que, on va dire, je remets en cause beaucoup de mes traitements et de mes choix, c'est que euh, il faut être extrêmement humble et modeste devant un traitement d'orthodontie. L'orthodontiste que vous allez consulter qui va vous dire, mais bien sûr, je vais vous faire ça, c'est très facile, vous aurez un sourire de star, à mon avis, méfiez-vous. Méfiez-vous des super. Parce qu'un orthodontiste qui connaît son métier, c'est quelqu'un qui sait quelque part qu'il n'y a pas de traitement simple, qu'il n'y a pas de déplacement simple, et que on essaye de jouer avec la nature. Et la nature ne nous fait pas de cadeaux. On joue avec un équilibre neuromusculaire, on joue avec des fonctions, on joue avec de l'os. Et souvent, la nature est plus forte que nous. Il faut essayer de respecter au maximum cette nature-là. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut essayer de poser les dents, de les positionner dans les situations les plus stables.
Alors, quelles peuvent être les causes de ces récidives? Pour être très, très sincère, la première cause, ça peut être un traitement mal fait. Mhm. C'est quoi mal fait? Mal fait, ça veut dire qu'on n'a pas respecté les critères de finition. Ça veut dire un traitement où on a enfreint certaines limites, et notamment des limites anatomiques. On a poussé les dents trop loin. Nous avons la bouche, tu le sais très bien, qui est entourée de muscles. Juste pour donner un exemple, si vous poussez vos dents trop à l'extérieur, ces muscles-là vont les ramener parce que la position naturelle des dents, elle se trouve dans ce qu'on appelle le couloir d'équilibre, entre les muscles extérieurs que représentent les lèvres et les joues, et les muscles intérieurs représentés par la langue. Tout ça à travers une fonction. On parle, on mâche, on rit, etc. Il faut, à chaque fois qu'on fait un traitement d'orthodontie, essayer de respecter cet équilibre. Si vous le déséquilibrez, si vous l'enfreignez, si vous le violez, en poussant par exemple les dents trop loin vers l'extérieur, en élargissant trop les mâchoires, les muscles, elles ne savent pas avec quoi vous avez déplacé les dents. Dès que vous allez lâcher avec votre appareillage, elles vont tout ramener, ça va Ah récidiver. oui. Alors après, il y a des gens qui disent oui, mais on va mettre une contention. Mais vous Mm. savez, mais tu sais, ou les gens qui nous suivent, vous savez ce que c'est qu'une contention? Une contention, c'est juste un petit bout de fil qui va se fatiguer et qui ne peut jamais s'opposer à la force de la musculature qui est avec nous 24 heures sur 24. Et cette contention va résister 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Un jour, il faudra l'enlever. Et dès que vous allez l'enlever, hop, ça va récidiver. Donc, l'une des premières raisons, c'est un traitement Qui où n'a pas on a été. un certain nombre de critères. Et crois-moi qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et souvent, on est content que nos patients ne reviennent pas nous voir après quelques années, parce qu'il y en a qui sont revenus. Et en tout cas, personnellement, ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a permis de gagner en humilité et en modestie. Je ne suis pas là pour dire que je suis le maître de l'orthodontie. Tu ne m'entendras jamais dire ça. Bien au contraire. Je suis quelqu'un qui fait de son mieux et qui espère poser les dents dans les meilleures positions. C'est ça qui est important. Un travail de tous les jours. On ne réussit pas, we don't succeed overnight. On ne réussit pas du jour au lendemain. C'est un travail de très longue haleine. Il faut apprendre à se remettre en question, à analyser ses échecs. Et d'ailleurs, j'en profite pour te le dire, à la fin du mois de mai, Inch'Allah, si tout va bien, j'organise une très grande journée scientifique sur les échecs en orthodontie. Parce que c'est à travers les échecs qu'on réussit. Donc, il y a cette première raison. La deuxième raison, c'est que vous pouvez avoir un traitement qui est bien fait, vous retirez vos contentions, le traitement est stable, mais après, il y a ce qu'on appelle le vieillissement. Comme les cheveux qui blanchissent, comme la peau qui se ride, les dents bougent toute la vie. Et donc, il arrive qu'à un moment, l'alignement qu'on a eu à 13 ou 14 ans peut réapparaître. Alors, ce n'est pas de la récidive, c'est ce qu'on appelle la dérive physiologique naturelle. Personnellement, je n'avais pas les dents chevauchées à 25 ans. À mon âge maintenant, j'ai des dents qui commencent à se chevaucher, c'est le vieillissement. Après, c'est à moi de savoir est-ce que je veux faire un traitement ou pas, mais ça peut être une raison effectivement pour réaligner les dents et essayer de redonner au patient un sourire, on va dire, en harmonie avec ce qu'il recherche. Donc là aussi, c'est une des raisons pour lesquelles on peut refaire un traitement à un âge plus avancé. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas En comme fait, raison. j'aimerais juste revenir sur le fait que quand un traitement ortho il est mal fait, il n'y a pas que il n'y a pas que le volet esthétique après, c'est-à-dire c'est pas les dents elles bougent après, d'accord, c'est pas grave, mais je vois il y a beaucoup de patients qui reviennent avec des résorptions de la racine. C'est que surtout au niveau des incisives, je trouve ça très dommage. Et quand je leur demande combien de temps vous avez porté les bagues, on me dit 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, Et en général, c'est à cause de, je pense, soit c'est les forces, elles ont bougé trop rapidement, soit. Ça, moi, je mettrai des réserves sur les résorptions radiculaires. C'est un sujet très technique, d'accord? Ce n'est pas toujours lié au traitement d'orthodontie. Un traitement d'orthodontie avec des forces très lourdes peut être effectivement un facteur, mais on peut avoir des problèmes de métabolisme liés au patient. Il y a une série de causes de ce qu'on appelle donc les résorptions radiculaires. Si vous analysez n'importe quelle radio panoramique ou n'importe quel cone beam d'un patient qui a fait un traitement d'orthodontie,
tu trouveras des micro-résorptions radiculaires. C'est quelque chose qui est inhérent au traitement d'orthodontie parce qu'on déplace les dents sur un os qui est dur. Des fois, qu'est-ce qui se passe? Le métabolisme du patient est fait de telle sorte que l'os ne se résorbe pas. Parce que pour qu'une dent bouge, il y a une pression qu'on applique sur la dent. La dent s'appuie contre l'os. Donc, on appelle des petites cellules. Donc, on va solliciter des petites cellules qui vont venir ronger l'os d'un côté pour créer un vide et que la dent puisse se déplacer. Des fois, l'os ne veut pas se résorber. Et donc, la racine qui s'appuie, c'est elle qui finit par se résorber. Donc, ce n'est pas forcément en rapport avec la force. Alors maintenant, il y a des forces qui sont plus importantes que d'autres, il y a des mouvements plus importants que d'autres. Moi, ce n'est pas ce que je retiendrai le plus dans un échec d'un traitement d'orthodontie, parce que tu peux avoir un traitement qui est très bien, et avoir quand même des radiculaires qui sont inhérentes aux patients et qu'on ne peut pas prévoir. Il faut faire des radios panoramiques à 6 mois, à 12 mois pour surveiller ça. Moi, ce que j'ai plus des problèmes en rapport avec le parodonte, avec l'os et avec la gencive. Lorsqu'on pousse encore une fois des dents trop en avant, on peut créer des déchaussements, on peut créer des fénéstrations, on peut créer des déhiscences. Tu peux avoir quelqu'un qui a fait un traitement d'orthodontie à 15 ans, il a des déhiscences qui apparaissent à 25 ans, et qu'est-ce qu'on va lui dire? Ah, ben c'est ton os qui est malade. Alors que si on fait une radio, si on a la possibilité de voir la radio avant et après, et qu'on voit que la dent a été poussée très en avant de 10, de 15 degrés, c'est le traitement d'orthodontie qui a provoqué ça. Il y a une étude qui est sortie en janvier ou en février 2020. Tu sais que lorsque on pousse l'incisive du bas de plus de 5 degrés, tu sais ce que c'est 5 degrés, c'est peanuts, c'est minime. Je ne me souviens plus si c'est 5 ou 8 degrés, mais je pense que c'est 5 degrés. On augmente les risques de déchaussement et de fenestration de 50%. Eh ben, C'est énorme, c'est une étude c'est japonaise. énorme. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que je disais au début, aligner les dents, ce n'est pas anodin. Il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas des bagues et voir des dents qui étaient chevauchées, qui ne se chevauchent plus. Ça, n'importe qui peut le faire. C'est à la portée de n'importe qui. Ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui, c'est de les placer dans les bonnes positions. C'est ça. Alors, il y a une question de Dr Bnani Abdallah. D'ailleurs, je le salue. Il te dit, bonsoir cher ami, votre avis sur la chirurgie orthognatique au Maroc? Alors, c'est un avis qui est extrêmement positif. Nous avons de très, très bons chirurgiens maxillofaciaux et qui sont vraiment aguerris, qui sont expérimentés. Et la chirurgie orthognatique est quelque chose qui rend service. Alors maintenant, nous avons beaucoup de cas chirurgicaux où on peut proposer un traitement orthochirurgical au patient et pour lesquels le patient ne veut pas passer sur la table d'opération. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, moi finalement, je ne veux pas changer mon visage. J'ai donné dernièrement une conférence sur les classes 3 sévères, les prognatismes sévères, j'ai appelé ça camouflage ou chirurgie, où je montre des cas qui étaient chirurgicaux et qu'on a traités parce qu'entre autres, le patient ne voulait pas. Et là, je rajouterai une dimension psychologique. S'il vous plaît, ne poussez pas un patient à faire de la chirurgie si lui ne vous dit pas, moi, je n'aime pas mon visage. C'est-à-dire que quel que soit le résultat, je vais me préférer mieux et plus que ce que je suis aujourd'hui. Parce que, imagine-toi, Selma, tu fais une intervention, tu fais un traitement d'orthodontie et avec une phase chirurgicale, tu te réveilles de l'opération, tu te regardes dans la glace et tu ne te reconnais pas. Il y a de quoi péter un câble. D'accord? Il faut absolument, et ça se fait systématiquement en Europe et aux États-Unis, précéder n'importe quelle décision orthochirurgicale par une consultation psychiatrique pour être sûr que le patient peut changer de visage. À partir de là, il y a effectivement des décalages squelettiques que j'appellerais des déformations, d'accord, où le traitement orthochirurgical, avec la grosse part de la chirurgie, qui donne des résultats spectaculaires, qui changent la vie des patients. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, heureusement que la chirurgie est là, bien évidemment. Et nous avons de très, 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 très bons chirurgiens maxillofaciaux. Et dans la majorité des cas, elle marche bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'échecs, on va dire. C'est une lourde chirurgie quand même. Alors, c'est une chirurgie qui est lourde. Aucune chirurgie n'est anodine. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut intégrer cette notion de synergie professionnelle, de compétence entre l'orthodontiste, entre le chirurgien maxillofacial et le patient.
C'est un travail d'équipe. Quand je reçois quelqu'un qui a besoin d'un traitement chirurgical, je ne le touche pas si je n'ai pas établi mon plan de traitement et que je ne l'ai pas envoyé en consultation chez le chirurgien qui va valider mon plan de traitement orthodontique et qui va me proposer un protocole chirurgical pour que je sache comment je vais travailler. Et lorsque je finis ma préparation, que je pense avoir fini ma préparation chirurgicale, d'accord, je vais préparer les dents pour le chirurgien, on refait un bilan, on refait des empreintes, on refait des radios, je le renvoie voir le chirurgien qui va valider que mes dents vont bien s'engrainer dans la salle d'opération. Parce que quand un patient est anesthésié, le chirurgien, quand il va casser les mâchoires, Mm. il a besoin de repères. Donc, le patient ne peut pas fermer la bouche, il est complètement Mm. anesthésié. Donc, il a besoin d'être sûr d'avoir une occlusion qui va être stable et qui va garantir justement le résultat. Alors maintenant, il peut y avoir effectivement des échecs de chirurgie liés notamment soit à des plaques d'ostéosynthèse qui ont lâché. Dernièrement, j'ai assisté à un webinaire où l'orthodontiste montrait un cas où la mâchoire du patient lui bougeait entre les mains. Il a été obligé de renvoyer le patient chez le chirurgien. Il peut s'agir également d'une récidive liée à la musculature. Par exemple, on avance une mâchoire du bas chez les patients qui ont les mâchoires très reculées, et donc on va étirer les muscles, et des fois ces muscles ne se réorganisent pas, et elles peuvent légèrement remettre les mâchoires vers l'arrière. C'est pour ça que je disais, on travaille sur le corps humain, et lorsqu'on travaille sur le corps humain, il faut avoir l'humilité, la modestie d'admettre qu'on ne peut pas tout maîtriser, et que des fois, il faut accepter le meilleur traitement possible, même s'il n'est pas idéal, en fonction de la situation et, on va dire, de l'équilibre général du patient. Mm. Merci pour la réponse. Alors, j'ai vu une autre petite question de la part de Salah qui te demande, est-ce que les contentions peuvent ne pas fonctionner dans quelques cas, dans certains cas? C'est une excellente question, parce que la contention, elle est là pour améliorer la stabilité et non pas pour garantir la stabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, placer un fil et dire hop, c'est bon, le traitement va rester stable. Non. Vous devez d'abord vous-même placer, comme je l'ai dit, les dents dans les meilleures positions possibles en fonction de certains critères. Et la contention, elle est là. Au fait, quel est son rôle? Son rôle, c'est de maintenir les dents dans la position où vous les avez placées le temps qu'il y ait une réorganisation cellulaire, parce que tout ça se fait au niveau cellulaire. D'accord? Mm. Donc, il faut une sorte de cicatrisation qui prend plusieurs années. Et cette réorganisation est d'autant plus active lorsqu'on est, par exemple, en, en, en post-puberté, en fin de croissance, en fin d'adolescence. Les dents bougent beaucoup. Donc, c'est ça, quelque part, le rôle de la contention. Alors, j'essaye de lire un peu à travers la question de Salah. Est-ce qu'il veut dire qu'un fil peut se décoller? C'est ça une contention qui ne marche pas? Oui, un fil peut se décoller, une gouttière peut casser, d'accord, une gouttière de contention. Est-ce que on peut mettre un fil et les dents bougent? Oui, ça peut arriver si, encore une fois, cette contention est sollicitée par une langue, par la phonation, par la mastication et par les muscles qui sont constamment en train de pousser sur les dents. Ce n'est qu'un petit bout de fil qui peut avoir ses limites. Oui. Alors, j'ai une dernière petite question. Lors de mon dernier live, j'avais avec Dr. Hloufdoua, on a parlé du sourire gingival, comment le corriger. Et est-ce qu'avec un traitement orthodontique, on peut le corriger, ce sourire gingival? Alors, encore une fois, je te remercie pour cette question. D'abord, je dirais que tous les sourires gingivaux ne sont pas bons à traiter. Il y a des sourires gingivaux qui sont très jolis. Moi, j'ai des patientes, généralement ce sont les jeunes filles qui demandent ça, qui me disent j'ai un gummy smile, j'ai un sourire gingival, et je trouve que c'est harmonieux, que ça fait leur charme. Ce n'est pas parce qu'on a plus de 2 millimètres, ce qu'on appelle la ligne du sourire, où on va dévoiler plus de 2 millimètres, ce n'est qu'un de gencive, qu'il faut absolument aller traiter. D'accord? Il y a des gens chez qui c'est parfaitement harmonieux. Alors maintenant, pour faire, il y a une dizaine de causes des sourires gingivaux. Ça peut être un problème squelettique qu'on appelle un excès vertical, où le patient fait une croissance vers le bas tellement forte avec la mâchoire supérieure qui va descendre, et donc le rapport avec la lèvre va dévoiler 1 centimètre de gencive. Ça, c'est un vrai sourire gingival qui souvent est disgracieux,
et qui, pour moi, ne se traite que chirurgicalement. Parce qu'à travers la chirurgie, c'est-à-dire avec l'orthodontie et de la chirurgie, qu'est-ce qu'on va faire? On va casser la mâchoire supérieure, on va la remonter non seulement pour modifier le rapport entre les dents et la lèvre, mais également on va raccourcir le visage parce que quand la mâchoire supérieure va être ce qu'on appelle impactée, elle va être remontée, la mâchoire du bas va faire un petit déplacement vers le haut et vers l'avant, donc on va raccourcir le visage. Et c'est souvent très très joli. Ça peut être un problème d'inflammation de la gencive. D'accord? Et souvent, en faisant une petite gingivectomie, donc une petite résection de l'excès gencive, ça peut le faire. Ça peut être un problème simplement des dents antérieures, pas de la mâchoire, mais des dents antérieures, les incisives, qui ont poussé un peu trop vers le bas. Donc, en les remontant orthodontiquement, on réduit ce sourire gingival. Ça peut être également, et là c'est un peu technique, qu'on appelle une éruption passive ou active altérée. Et là, en fonction des différents types, il y a une classification, d'accord, spéciale. J'ai oublié de qui est la classification, mais je peux la retrouver. On peut faire soit de la gingivectomie, soit de la gingivectomie avec une petite résection osseuse. Ça peut être simplement une couronne clinique qui est courte, des gens qui ont des petites dents. D'accord? Ça peut être effectivement, comme tu l'as dit dans ton live avec le doigt, un problème de mimique, une brièveté de la lèvre. Donc, le plus important, encore une fois, c'est quoi? C'est le diagnostic. Le plus important, c'est quoi? C'est de voir si ce sourire gingival vraiment pose un problème pour le patient ou pas. Ce n'est pas parce qu'un patient dit j'ai un sourire gingival qu'il faut plonger dessus, prendre son scalpel et commencer à enlever la gencive, ou mettre des mini-vis et commencer à remonter, ou mettre du botox. Tout dépend de la situation. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a des défauts qui sont très jolis à voir. Il y a des patients avec une petite dent légèrement tournée, et ça m'arrive tout le temps. Je refuse de traiter. Je dis, madame, c'est Ça fait joli. le charme de la personne, en fait. C'est joli comme ça. Oui. On ne va pas porter des bagues juste pour que vous cherchiez peut-être un idéal qui est plus dans votre tête que dans votre bouche. Voilà. Donc, Alors, il y a une autre, il y a deux autres petites questions. Alors, une de Leila alors Chibou. écoute, Silma, j'ai tout mon temps. Si on peut prolonger, en plaisir. Hein. Merci. Alors, une question de Leila Chibou qui demande, est-ce qu'une contention associée à des gouttières est-elle une alternative pour assurer la pérennité du traitement orthodontique? Alors, c'est ce qu'on appelle ceinture et bretelle. Mhm. Oui. Alors, encore une fois, à partir du moment où on a quand même essayé de placer les dents dans les meilleures positions. À partir de là, si vous voulez avoir une garantie pour que les dents restent le plus stables possible, ben vous allez prendre toutes les précautions à votre disposition. Mettez des fils et mettez des gouttières. Alors, les études scientifiques ont montré que la combinaison idéale des contentions, c'est une gouttière en haut et un fil collé en bas. Parce que les fils collés en haut, statistiquement, cassent 50% du temps. Maintenant, on peut se prémunir. Et ce que je dis, c'est comme mettre et une ceinture et des bretelles. D'accord? Vous pouvez mettre des fils collés en haut et en bas à partir du moment où votre occlusion le permet, parce que des fois, on ne peut pas mettre de fil en haut à cause du contact avec les incisives du bas. À ce moment-là, mettez des fils et mettez des gouttières. Il faut que vos patients les portent. Voilà. Le problème des gouttières de contention, c'est qu'il y a une étude qui a montré qu'au bout de 2 ans, les patients se fatiguent et ne portent plus les gouttières. Et ça me ramène à une Invisalign. Il y a une étude qui a montré qu'au bout de la 10e gouttière ou de la 15e gouttière, les gens ne mettent plus leur. Donc, il faut faire attention là aussi. On n'est pas là que pour vendre des gouttières. D'accord? Donc, c'est pour les contentions, au bout de 2 ans, les gens en général arrêtent de mettre leurs gouttières. Alors que les fils collés, on a prouvé que 15 ans après, ils peuvent rester collés quand ils sont bien collés, que le traitement est bien fait. Mais il y a également des inconvénients. Ils peuvent casser, les fils peuvent casser, et le patient peut ne pas s'en rendre compte et la dent peut bouger. Il y a également un problème d'hygiène, il faut assurer l'hygiène. D'accord? On ne peut pas passer de fil dentaire. Donc, il y a le bon équilibre à trouver. C'est pour ça que la meilleure solution, en tout cas concernant les enfants, c'est d'essayer, tu vas voir pourquoi je dis les enfants, essayer de faire le meilleur traitement possible, de placer son système de contention, quel qu'il soit, en fonction de la situation initiale, parce que là aussi, la contention va être réfléchie et raisonnée en fonction du problème initial du patient. Et à la fin de la croissance, lorsqu'on a réglé le problème des dents de sagesse, soit elles sont sorties, soit on les a extraites, et que le patient a fini de grandir, on retire les contentions. Parce que les contentions ne peuvent pas rester là toute la vie. Ce n'est pas physiologique, parce que les dents ont besoin d'un peu de marge pour bouger.
Mais au Alors, bout de combien d'années on peut les retirer, les Alors, contentions? si on finit un traitement, alors après je parlerai des adultes. Alors, si on finit un traitement vers 14-15 ans, généralement vers 18-19 ans, on peut retirer en tout cas les fils et on peut donner, par exemple, moi j'aime bien faire ça, donner une gouttière au patient qu'il va mettre une fois par semaine. C'est comme, si tu veux, une crème anti-vieillissement que tu vas mettre chaque soir pour que ta peau ne se ride pas. Mais ta peau va finir par se rider de toutes les manières. Chez les adultes, c'est autre chose. Ce sont des gens, surtout s'ils viennent à un âge avancé, pour faire un traitement, les dents bougent beaucoup plus facilement parce que la cicatrisation est mauvaise, l'état de la gencive et de l'os n'est pas le même, et c'est des gens qui font un effort et qui souvent payent plus cher pour faire un traitement. Là, on peut laisser les contentions plus longtemps. Et puis, il y a des, des malocclusions où on doit laisser la contention plus longtemps, notamment les gens qui ont des espaces, le FLIJA, on sait que ça récidive beaucoup, là, il faut coller le plus longtemps possible. C'est probablement l'indication où il faut laisser le fil de contention pratiquement à long terme. Je n'aime pas le terme à vie parce qu'il n'y a rien qui soit à vie, mais en tout cas de longue durée, mettre une contention de longue durée. Donc tout dépend du cas, tout dépend du patient, tout dépend de la malocclusion initiale. Mm. Merci d'avoir répondu à la question. Une autre question de Teacher Mona. Est-ce qu'il y a une solution pour le bruxisme? Bon, le traitement ortho, c'est pas une Alors, solution. Ben, alors, il existe des gouttières. le, le traitement, le bruxisme, c'est quoi? Pour les gens qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui grince des dents. Pour ça, ça a différentes causes. Je ne suis pas un spécialiste du bruxisme, mais ça a souvent, on va dire, un profil anxiogène de gens qui vont dormir le soir et qui vont essayer de revoir un peu leur journée et souvent ils vont serrer les muscles du visage. D'accord? Et en serrant les muscles du visage, ils vont grincer les dents. On voit même ça des fois chez des enfants anxieux, même en denture de lait. D'accord? Alors, ce n'est pas un traitement d'orthodontie qui va faire ça parce que vous pouvez aligner les dents. Vous n'allez pas changer, on va dire, les connexions neurologique, d'accord, ou l'état anxieux du patient qui va faire qu'il va grincer des dents. Quelle que soit la position de ses dents, il va grincer les dents. Donc là, à mon avis, il faut plus peut-être mettre des gouttières pour soulager le patient. Ce n'est pas toujours supportable, d'accord, mais ça rend service, mais surtout une prise en charge beaucoup plus globale, d'accord, avec des myo-relaxants. Il faut inviter le patient à faire du sport, il faut qu'il se détende, etc. C'est global, mais on va dire que je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai eu des patients qui avaient ça et on essaye plus de les orienter vers un traitement de ce type et ne pas plonger pour proposer un traitement d'orthodontie. De la même manière, les gens qui viennent vous dire, moi j'ai un craquement ou j'ai un claquement, les études scientifiques ont montré qu'il n'y a pas de lien direct entre les problèmes articulaires et l'orthodontie. C'est-à-dire que l'orthodontie ne provoque pas de problème articulaire sauf catastrophe, d'accord, sauf quelqu'un qui va laisser une dent complètement haute, qui va supporter toute la charge et qui va forcément créer une interférence donc avec un problème articulaire. Mais de la même manière, les problèmes, les problèmes articulaires ne viennent pas non plus à l'occlusion. Nous avons des gens qui ont des dents dans tous les sens et qui ont des articulations parfaites. Et nous avons des gens également qui ont des dents parfaites et qui ont des problèmes articulaires. D'accord? Et de la même manière, un traitement d'orthodontie ne soulage pas un problème articulaire. Donc, l'interaction est très discutable depuis très longtemps, mais le consensus est celui-là. L'occlusion est plus un facteur aggravant qu'un facteur causal. Voilà, donc il ne faut pas croire que parce qu'on va faire un traitement d'orthodontie, qu'on ne va plus avoir des problèmes articulaires. Ça peut être momentané parce que lorsqu'on met les bagues, on nivelle, on libère les contacts occlusaux, donc le patient peut être soulagé. Mais après, ça peut revenir. Donc, chaque cas est un cas à part. Il n'y a pas de relation directe. Merci, docteur. C'est très, très clair. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Alors, on a un peu divergé de l'orthodontie de l'adulte et du côté esthétique. Ouais. C'est une bonne chose parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Et, et ce que j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent et au grand public, c'est que ne soyez pas victime de ce matraquage publicitaire qui est souvent mensonger. Si vous avez envie de faire un traitement d'orthodontie parce que vous avez un problème esthétique, parce que vous avez un problème fonctionnel, d'accord, allez voir votre orthodontiste, choisissez quelqu'un en qui vous avez confiance, écoutez-le, d'accord, il faut qu'il y ait cette confiance en lui, son discours doit être cohérent,
Nous ne sommes pas des aligneurs de dents. Les orthodontistes ne sont pas des vendeurs d'appareils, sinon vous pouvez l'acheter vous-même. Hein, vous n'avez pas besoin de passer par un orthodontiste si ça fonctionne tout seul. Donc, ce qu'il faut, c'est faire confiance à l'orthodontiste que vous aurez choisi, l'aider, le laisser faire son travail, d'accord? Et ensemble, entamer ce voyage vers un nouveau sourire. C'est ça qui est important. Quel que soit l'appareillage n'est qu'un outil. Ce n'est pas l'appareillage qui établit un plan de traitement. L'appareillage ne résonne pas. Les dents ne savent pas avec quoi vous les déplacer. On entend dans, on va dire, dans les salons orthodontiques, etc. Ah, la chose suivante, si vous mettez cette bague, eh ben, vos dents vont se déplacer différemment, ou vous n'avez plus besoin d'extraire des dents, alors qu'avec une autre technique, vous allez extraire des dents. Tout ça, c'est complètement fallacieux. Ce sont des arguments marketing qui n'ont absolument aucun fondement. Parce que les dents, elles ne savent pas avec quoi vous les déplacez. Et elles bougent exactement de la même manière, quel que soit le système et quelle que soit la force que vous appliquez dessus. Par contre, elles savent où est-ce que vous les mettez. Et si vous les mettez dans des positions instables, en poussant trop sur les muscles, eh ben les muscles ne vont pas leur faire de cadeau, ça va récidiver. Donc, choisissez un bon orthodontiste en qui vous avez confiance. D'accord? Il faut qu'il vous explique. Avant de commencer à plonger dans votre bouche et vous placer des bagues, il doit faire un bilan. Il doit vous faire un compte rendu de bilan. Il doit vous dire, voilà monsieur, voilà madame, voilà où est-ce qu'on en est, voilà où est-ce qu'on peut aller, voilà pourquoi je propose d'enlever des dents, voilà pourquoi je ne vais pas enlever des dents, voilà pourquoi je veux faire un petit meulage, ce qu'on appelle le stripping, voilà où est-ce qu'on veut aller. C'est ça qui est important, quel que soit le type d'appareillage. D'accord? Quelqu'un qui vous dit, bonjour madame, vous voulez des bagues? Très bien, rentrez, on commence à placer des bagues, ou vous voulez des gouttières? Je vous prends une empreinte, ou je vous scanne, je vous envoie les gouttières. Ça, ce n'est pas un orthodontiste, ça, c'est un vendeur. D'accord? Or, nous ne sommes pas des vendeurs. On est dans de Pas la, bien étudié avant, voilà, bien. on est dans la médecine, on est dans de la science. Il faut que la personne vous explique. Salut Nasser, ça c'est mon ami, mon petit copain Nasser, qui est un brillant dentiste de Genève. Je t'embrasse bien fort. Euh, donc, vous devez faire confiance et demander à votre patient, à votre praticien, pardon, de vous expliquer, de vous accompagner. Vous devez comprendre. On va vous faire un travail pendant 2 ans ou 1 an et demi. Vous n'êtes pas un robot, vous n'êtes pas une poupée. Vous devez comprendre ce qu'on va vous mettre en bouche. Impliquez-vous dans le traitement. Et plus vous vous impliquerez, plus cette exigence de qualité va pousser votre orthodontiste à être meilleur. C'est ça qui est important. Donc, vous devez vous impliquer dans votre traitement. Là, je pense que tous les gens là, ils sont motivés, ça y est. Quand ils vont aller chez leur ortho, ils vont leur demander quelle technique, qu'est-ce que vous allez me mettre, comment vous allez déplacer mes dents. Alors, nous avons de Mais très, c'est super sincèrement, intéressant. Enfin, sincèrement, nous avons de très, très bons orthodontistes au Maroc. D'accord, dans toutes les villes, il y a des gens qui travaillent très très bien, qui sont diligents, qui sont sérieux. D'accord. Malheureusement, là, comment je vais dire ça, le, à cause du Covid et même un peu avant, l'activité scientifique en orthodontie a été un peu réduite. Donc, on essaye de bouger, de faire des choses. Mais nous avons des gens qui travaillent très très bien. Ne réfléchissez pas trop technique. D'accord. Essayez de voir avec votre orthodontiste qu'est-ce qu'il va vous faire comme plan de traitement. Il doit vous donner une feuille de route. Voilà où est-ce qu'on est et voilà où est-ce qu'on va aller. Et il y a des gens qui le font très, très bien. Et vous avez la possibilité de vous faire traiter un peu partout avec une très grande qualité et avec de très beaux résultats. merci beaucoup, docteur Ouazani, pour ce live. C'était super, super intéressant. Et Mais d'ailleurs, on peut le voir sur les commentaires. Il y a tout le monde qui vous remercie. Discours cohérent, très constructif. Merci pour votre initiative. Merci pour le partage. Très intéressant. Ben, ça fait plaisir d'avoir des commentaires comme ça. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. merci, Vraiment, c'était super. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses. merci à tous les gens qui ont pris de leur temps, de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants pour venir écouter un petit orthodontiste de Casablanca dire ce qu'il pense. Non, pas un petit. En tout cas, du fond du cœur, franchement, du fond du cœur. Non, crois-moi, je vais te dire, je vais reprendre une phrase de mon maître Pujol qui était à Bordeaux quand moi je suis arrivé en 1994. Et il avait à ce moment-là peut-être la soixantaine, moi j'en avais 23. Et un jour, je le voyais travailler et je lui ai dit, vous savez, professeur Pujol, je rêve du jour où je vais maîtriser l'orthodontie.
Et il avait ses petites lunettes comme ça pour voir de près. Il les a un peu coupées sur le bout de son nez. Il m'a regardé de travers en me disant, vous savez, mon jeune ami, euh, Mhm. je maîtriserai l'orthodontie le jour où je serai à la retraite. Et je pense que c'est la plus belle devise que j'ai Mhm. entendue dans ma jeune carrière quand je voulais commencer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas s'endormir sur Mhm. nos pieds. Et comme j'ai dit tout à l'heure, we are as good as our patients. Nous sommes aussi bons que nos patients, mais aussi we are as good as our last performance. Nous sommes aussi bons que notre dernier traitement. Vous pouvez avoir fait 1000 traitements, être la star, soi-disant, de l'orthodontie. Si sur le 1001e, vous ratez votre thérapeutique et votre soin, à ses yeux, à lui, vous êtes un très mauvais orthodontiste. Donc, Mhm. on ne doit pas se relâcher. C'est ça qui est important. Et pour ne pas se relâcher, c'est du travail, de la D'ailleurs, tu persévérance. m'as dit pendant ce confinement, tu as appris tellement de choses. Tu as eu le Mais temps de. malheureusement, le monde a connu une année extrêmement difficile et j'espère que bientôt on pourra en sortir. Mais en tout cas, sur le plan professionnel, pendant que j'étais confiné, et grâce surtout à mon ami docteur El Mouziane, qui est un orthodontiste irakien installé en Écosse, il m'a invité à faire partie de son groupe et donc j'ai co-animé énormément de webinars avec, on va dire, le gratin des orthodontistes à travers le monde. J'ai également assisté en tant que spectateur à des webinars, des sommités de l'orthodontie. Et non seulement j'ai appris, mais ça m'a permis également de me remettre en cause, de replonger dans des choses fondamentales. Il est arrivé un moment où je me suis senti mais minable, mais médiocre quand je voyais ces maîtres-là parler. Et ça m'a poussé à aller lire, à racheter des livres, à rentrer sur Internet. Et j'ai comme ça reconstruit, si tu veux, une confiance sur des bases encore plus solides. Et je peux dire, je pense en tout cas, que je suis, entre guillemets, meilleur orthodontiste, c'est en relatif, hein, meilleur orthodontiste aujourd'hui qu'il y a un an, ou qu'il y a 10 ans, ou qu'il y a 25 ans. En tout cas, j'espère. Et j'espère que je suis un moins bien orthodontiste que ce que je le serai, Allah, si Dieu nous prête longue vie dans 10 ans ou dans 15 ans. Parce qu'il ne faut pas se relâcher. Il faut Oui. avoir l'humilité, il faut avoir encore une fois la modestie, et j'ai dû dire ces deux adjectifs 4 fois pendant ce live, de se remettre en cause. Mhm. D'accord? Le succès n'est que le résultat d'un échec. D'accord? Sauf Oui. que soit on va se remettre en question, on va avoir cette lucidité d'accepter qu'on peut se tromper d'abord. On n'est pas des Superman. D'analyser cet échec et d'en tirer le meilleur pour avancer. C'est ça qui est important. Si on est là en se disant I am the best of the best, c'est moi qui ai inventé la roue, On ne va on pas n'évoluera évoluer. jamais. On n'évoluera jamais. Je n'ai pas le temps de parler de la courbe de Dunning-Kruger, mais euh, je pense que à travers le partage aussi, à travers la transmission, on apprend énormément. Il n'y a pas une conférence que je donne, il n'y a pas un cours que je donne où je n'apprends pas quelque chose, où je ne suis pas meilleur parce que je suis challengé par les questions des gens. Et des fois, je ne sais pas répondre et je me dis, waouh, tu n'as pas su répondre. Je rentre chez moi après 3 jours de cours et je replonge pour essayer de connaître la réponse. Il faut savoir dire, je ne sais pas. Il faut savoir dire, je vais chercher comme tout le monde. Il faut savoir dire, oui, je me suis trompé. Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que sinon, on retombe dans la définition de la folie d'Einstein, qui est la suivante, qui Mhm. est de faire constamment la même chose en imaginant des conséquences différentes. Non, Exactement. nous sommes des êtres humains. Quel que soit notre domaine d'activité, on peut se tromper. Il faut l'accepter. Nous avons le droit de se tromper. Ce qu'il faut, c'est rectifier l'erreur. Et c'est pour ça que je tenais à organiser ma journée, Inch'Allah, fin mai, où je vais parler de mes échecs. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais Ali, tu es fou. Tu vas parler des échecs, mais ta réputation. Mais ce sont ces échecs-là qui me permettent d'être meilleur aujourd'hui. Moi, Exactement. ce qui m'intéresse, c'est d'être bon pour le patient qui va venir et n'importe quel patient. Et c'est à travers cette mise en cause qu'on peut évoluer. Et celui qui dit qu'il n'a pas d'échec, c'est celui qui n'a pas traité un cas ou celui qui ne veut pas revoir ses cas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Vraiment, c'était. En fait, j'avais du partage. J'avais aussi. Vous nous avez transmis des ondes positives. Et en même temps, vous nous avez motivés. Quand on est là, je me sens motivée à. Je Bah, pense que écoute, je je vais te vais prendre un bouquin et me mettre à lire ce soir. dire, tu es très jeune, tu débutes dans la profession, tu as eu une très très belle formation.
Tu as été dans l'université où a été quelqu'un que j'adore, qui est ma nièce, Malek. Il y a Je lui fais beaucoup de un bisou d'ailleurs, Malek. voilà, il y a beaucoup de gens que tout à l'heure, elle m'a envoyé un WhatsApp en train de me dire augmente la lumière, on ne te voit pas très bien. Ce qui est important, c'est pas qu'on me voit, c'est qu'on m'écoute, tenter que ça soit intéressant. Et, euh, et donc, je reçois aussi dans mon cabinet des jeunes qui viennent. Mon cabinet est ouvert et je le dis, s'il y a des orthos ou des dentistes qui nous suivent ce soir, mon cabinet est open, il est ouvert. Vous voulez venir passer du temps au cabinet, ça ne vous coûtera rien, que du temps. Ramener une blouse, Merci beaucoup pour votre c'est grand plaisir. générosité. Et donc, cette jeunesse-là, moi, je fais partie des vieux maintenant. Et cette jeunesse-là Non. doit reprendre le flambeau. Et si je peux lui demander quelque chose, extirpez-vous. Vous êtes la jeunesse d'Instagram, vous êtes la jeunesse des réseaux sociaux. Extirpez-vous de ce matraquage publicitaire. Travaillez sur la base de la science, sur les critères, sur le fondamental. D'accord? Euh, Considérez chaque patient comme si c'était le patient le plus important de votre cabinet et celui qui va faire ou défaire votre réputation. D'accord? Alors, pardonnez-vous des choses, mais ne tombez pas dans la facilité. Parce que malheureusement, le succès peut faire perdre la tête. Après, ça dépend de la définition du succès. Si le succès, c'est gagner de l'argent, ça pour moi, ce n'est pas le succès. D'accord? Le vrai succès, c'est que lorsqu'on ne sera plus là, et que les gens parlent de vous, qu'ils disent, ah, ce monsieur-là, cette dame-là, ce médecin-là était quelqu'un de bien. C'est ça le succès. C'est quelqu'un qui vous perd de vue pendant 10 ans et qui vous cherche pendant 10 ans, qui ne veut pas faire son traitement d'orthodontie jusqu'à ce qu'il vous trouve et vous dise, voilà, j'ai retardé mon traitement de 10 ans parce que je voulais que ce soit vous qui le fassiez. C'est ça le C'est vrai succès finalement. parce que gagner de l'argent facilement, il y a différents moyens de le faire. Ce n'est pas ça. On peut travailler honnêtement, on peut travailler sérieusement, avec une conscience et gagner sa vie, alhamdoulilah, honnêtement et suffisamment. D'accord? Donc le succès, c'est pas être la star des réseaux sociaux, c'est pas ramener des blogueuses dans son cabinet, ça c'est pas le succès. Ça c'est de la médiocrité ambiante. D'accord? Mais ça c'est un autre sujet. Je préfère ne pas m'étaler. On fera un autre live dessus. Voilà, ça sera un autre live. Parce qu'il y a un minimum de dignité à avoir. D'accord, nous sommes des prestataires de santé. Notre réputation, c'est nous qui devons la faire et ce sont nos patients qui doivent la faire. Alors, bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. Bien sûr, il y a des gens qui vont te dire, ah, moi, il m'a fait un traitement, ça ne m'a pas beaucoup plu. C'est possible, mais il doit être sûr, ce patient, que j'ai fait de mon mieux. Ça, il doit en être sûr. Après, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un Superman, je ne suis qu'un petit orthodontiste de Casablanca. Voilà. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui me permet d'avancer tous les jours. C'est pas facile, c'est chronophage, ça demande une énergie, mais c'est énergivore. Je prends du temps de ma famille, je prends du temps de ma femme, de mes filles, de mes parents, etc. Parce que je suis Pour donner le meilleur de vous-même. voilà, impliqué dans ça, mais c'est comme ça que je suis. Et quand je pose ma tête le soir pour m'endormir, je dis j'espère que j'étais à la hauteur de la confiance que les patients ont placée en moi. Voilà. Et vous, cette nouvelle génération, si je peux exhorter quelque chose, c'est que vous fassiez ça. Et essayez de laisser la place mieux que le jour où vous l'avez trouvée. Améliorer les choses. D'accord? Parce que si on fait un passage sans avoir contribué à quelque chose, à améliorer la situation, et finalement, à quoi on sert? On ne sert à rien. Donc, leave it better than you find it. OK? S'il vous plaît. Et puis, je reprendrai une phrase de mon cher ami, d'ailleurs, que je te recommande si tu veux un live sur le développement personnel, qui est mon ami Si Mohamed Manjra, que j'aime beaucoup, qui est un monsieur exceptionnel, et qui me dit We don't fail and we don't succeed overnight. On n'échoue pas et on n'échoue pas du jour au lendemain. Si on échoue, c'est que ça a pris du temps, on n'a rien compris, on a vu passer, on ne s'est pas remis en cause. Et de la même manière, on ne réussit pas en un claquement de main. D'accord? Ça se construit, c'est du travail. C'est du travail. D'accord? Quoi qu'on fasse, il faut travailler. Il n'y a rien qui vient par magie. Ce n'est pas toujours facile, on a des déceptions, mais c'est comme ça qu'on avance. Il faut l'accepter. Si on ne veut pas échouer, si on ne veut pas se remettre en question, il ne faut rien faire. Il ne faut rien faire. Il faut rester chez toi, jouer au loto et encore. D'accord? Voilà. Mais je pense que nous avons de belles compétences au Maroc. Nous avons une jeunesse qui est magnifique. Nous avons des gens très, très bien formés. La dentisterie a de très, très, très beaux jours devant elle. Je vois des jeunes qui travaillent bien.
Je vois des jeunes qui sont motivés, des jeunes qui veulent apprendre. Et donc, sincèrement, je ne m'en fais pas. Je pense que nos patients trouveront chaussures à leurs pieds. Merci beaucoup, docteur Ali Ouazzani. C'était vraiment super ce live avec vous. J'ai même pas envie de dire que c'est la fin là. J'ai S'il envie y de a, rester encore un peu plus. s'il y a encore des questions, Mais moi, c'est sûr, je suis sûre hein. qu'on en fera d'autres comme ça. Et votre Mais discours était vraiment très inspirant. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. merci. C'est pas juste du partage d'informations, mais c'était aussi, il y avait du fond, enfin, c'était de la motivation. Et je vous remercie Hein. pour ce moment, vraiment. Mais Et je vous dis à très, écoute, très, très tu bientôt. n'as toujours pas me tutoyer, mais c'est pas grave. D'accord. En tout cas, je te remercie. Je te dis Hein. à bientôt. Voilà, je te remercie, comme j'ai dit au départ, pour ton initiative. Continue à faire ça, Merci. la dentisterie accessible. Tes conférenciers, je m'écarte, hein, je ne me mets pas dans le lot, sont des conférenciers de qualité. Euh, donc, continue comme ça. Et puis moi, en tout cas, je me tiens à ta disposition. Je ne Merci compte ni beaucoup. mon temps, ni mes efforts. S'il y a une demande pour que j'anime un autre live sur toujours le même sujet, je me tiens à ton entière disposition et merci de l'honneur que tu me fais d'être écouté par autant de Merci à personnes. toi. Voilà. Merci à toi. C'est sûr qu'il y aura d'autres lives. Vraiment, c'est sûr. Inch'Allah, on le Merci, fera. Marc. Avec Et puis, plaisir. merci beaucoup, beaucoup pour tout Merci le à toi. partage. Merci à toi. À Je très te bientôt. dis, Au revoir je à te tous. souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Emma, au revoir. Au revoir. Bonne soirée.